Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Karl, cerveau analytique de recherche et de liaison. C'est une machine qui ressent les choses. On nous raconte n'importe quoi sur l'IA. Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit? Moi, je n'en dis rien du tout. Que la créativité, elle reste du côté de l'humain. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jean-Philippe Clément, bienvenue sur Parlez-moi d'IA sur Cause Commune, la radio pour débattre, transmettre et comprendre. Transmettre et comprendre, c'est aussi l'objectif que se fixe cette émission sur le sujet spécifique des data, des algorithmes et des intelligences artificielles. Nous avons 30 minutes pour essayer de mieux comprendre ces nouveaux outils. Cause Commune que vous pouvez retrouver sur le web, cause-commune-au-singulier.fm, avec sa superbe app Android également qui est présente sur les stores, sur la bande FM à Paris, sur le 93.1 et le DAB+, et en podcast sur votre plateforme préférée. En parlant de podcast, si vous êtes dessus, merci de liker, de mettre des étoiles, de mettre des commentaires. Tout ça, ça manipule l'algorithme et c'est bon de manipuler un algorithme. Merci beaucoup Jérôme Sorel de réaliser cette émission. Merci Olivier Gréco, notre directeur d'antenne, de nous permettre de parler de data et d'IA ici. Cette semaine, nous allons aborder la question des limites techniques de différents systèmes d'IA qui nous sont souvent présentés comme parfaitement matures et opérationnels, mais dont l'usage et les conséquences peuvent être gravissimes pour un pays, pour une société, surtout pour des individus et leur liberté. Les systèmes de reconnaissance faciale. Ce sujet est particulièrement sensible. Jusqu'à son adoption définitive à l'Assemblée en mars 2023, la loi relative au JO 2024 et à la sécurisation des événements a tourné autour de ce système pour finalement le rejeter. Au final, la loi prévoit quelques dérogations et expérimentations de la vidéosurveillance intelligente jusqu'au 31 mars 2025. C'est quand même très très loin des JO. Et d'ailleurs, le Conseil constitutionnel a un peu questionné ce délai. Les caméras seront capables de détecter en temps réel des événements prédéterminés comme des mouvements de foule, un sac abandonné, des comportements suspects dans les lieux accueillant des manifestations, à leur abord ou dans les transports en commun. Tout ceci ne concerne pas la reconnaissance faciale. Mais on voit bien que le législateur a manié ce sujet avec des pincettes. Et pour cause, c'est explosif pour nos libertés, et certaines histoires d'erreurs techniques dont on va reparler font froid dans le dos. C'est donc une question complexe. Mais heureusement, notre invité du jour va pouvoir nous guider. Il est journaliste spécialisé, reconnu, avec ses articles détaillés, notamment depuis de nombreuses années sur Internet Actu, sur différents blogs, le sien notamment, hubertguillot.wordpress.com, et même parfois au micro de cette radio, il était encore là septembre dernier, il a aiguisé l'esprit critique numérique de plusieurs générations depuis le début des années 2000. Bonjour Hubert Guillot. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous dans le studio de Cause Commune ce matin, en cette heure matinale et fraîche. Hubert, je voulais tout d'abord vous adresser publiquement mes excuses et vous dire aussi un peu ma fierté. En effet, quand je vous ai contacté pour vous proposer cette émission, vous avez eu l'honnêteté, et c'est rare, de me dire que nous avions réussi à vous surprendre à l'écoute d'une émission précédente consacrée à l'intégration de l'IA dans Parcoursup. J'en suis vraiment désolé, vraiment, mais particulièrement fier, puisque l'on sait que vous préparez un essai sur le sujet. Nous y revenons peut-être juste après. Laissons ceux qui n'ont pas encore écouté cet épisode le découvrir, pour être aussi surpris que vous potentiellement. Alors Hubert, parlez-moi d'IA. Vous êtes revenu sur les limites de la reconnaissance faciale dans un article récent détaillé que nous allons remettre en description de l'émission. Tout d'abord, peut-être nous expliquer comment ça fonctionne finalement la reconnaissance faciale avec l'IA telle que vous la comprenez. Alors, le problème de la reconnaissance faciale, c'est qu'on pense qu'on est dans un épisode de NCIS, alors qu'en fait, on est dans un épisode de Derrick. On pense que ça fonctionne vraiment magnifiquement. Oui. Il suffit de mettre une photo dans un système et vous allez avoir le matching parfait qui va vous sortir un pour un. La personne qui correspond exactement à la photo qu'on a intégrée dans le système. Et ça marche comment chez Derrick, ça? Chez Derrick, il n'y en a pas, donc ça ne fonctionne pas, en fait. Et en fait, c'est ça le problème. C'est qu'on pense aujourd'hui que tous nos systèmes techniques sont extrêmement fiables, extrêmement précis, et en fait, c'est pas le cas du tout. La plupart du temps, ils sont défaillants.
Et c'est ce qu'on va essayer de regarder justement bien sûr. avec la reconnaissance faciale, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont défaillants et comment ça fonctionne. Et du coup, on peut peut-être partir dans le fonctionnement sur les sources de données. Finalement, aux USA par exemple, ou ailleurs, c'est quoi les sources de données principales de la reconnaissance faciale? Alors, on s'appuie sur quel fichier? Alors, les sources de données peuvent être multiples. Aux États-Unis, l'une des plus grosses sources qui soit, c'est en fait la base de données des personnes, des permis de conduire. Oui. Donc avec des millions d'Américains qui sont pris une photo d'identité, dont quoi. on a pris une photo d'identité d'eux sur leur permis et qui sont mises dans cette base de données. Alors bien évidemment, ces photos d'identité sur ces permis sont des photos souvent anciennes. Hein. C'est au moment où vous avez votre permis que la photo est prise et intégrée dans cette base. Donc ça, c'est l'une des bases les plus utilisées en fait aux États-Unis. Il y en a plein d'autres. Les polices municipales ont aussi leur propre base. Les agences fédérales ont également des bases qu'elles utilisent. Il y en a qui récupèrent des choses via des systèmes sur Internet, donc des données et des photos qui viennent de tout et de n'importe où. Et voilà. Donc il y a des tas de bases de données différentes qu'on peut interroger via ces systèmes. D'accord. Et donc du coup, on lance finalement une requête, une recherche sur ces bases à partir d'une photo. Alors, prenons les choses par le débat. Oui. D'abord, vous avez une photo. Oui. Qui vient souvent en fait d'un système de vidéosurveillance. Généralement de très bonne qualité. Généralement justement de très mauvaise qualité, avec des anglages qui sont très problématiques. Hein. Vous avez des gens qui sont vus du dessus, vus de côté, etc. Donc vous avez déjà ce premier flux de données, de photos, qui sont souvent de mauvaise qualité, pixelisées, floues, dans l'ombre, en noir et blanc. Donc déjà, rien ne va en fait, dont on va extraire une ou deux photos pour les intégrer dans cette base. Le problème en fait, c'est que déjà, quand on fait ces choix d'intégrer cette photo, c'est quelle est la qualité, quel est l'anglage, quelle est la pose, quel est le flou qui est donné, est-ce qu'on voit bien le visage ou pas. Dans les systèmes, quand vous intégrez cette photo, assez souvent, on vous propose aussi de la corriger. Ce qui est très très surprenant, c'est qu'il y a des fonctionnalités d'édition, comme un peu dans Photoshop, où le système va se dire, bon, on va détourer la photo, on va ne prendre que le visage, ou on va la recadrer, ou il y a une partie manquante parce qu'elle est cachée, donc on va le système va la réimaginer d'une certaine manière. C'est comme si on retouchait une empreinte digitale finalement. Exactement. C'est comme si on retouchait une empreinte digitale. Avant de la faire se reconnaître. Avant de la mettre dans le système. D'accord. Donc c'est déjà le premier point. Donc quelle est la qualité de la photo, etc. Très souvent les qualités sont très très mauvaises et on a une photo qu'il faut donc faire reconnaître par le système. Ok. Ensuite, une fois que vous mettez cette photo dans le système, vous allez devoir choisir les bases de données que vous allez interroger. Oui. Donc à nouveau, prenons la base des permis de conduire. Vous avez bien compris que l'âge de la personne, par exemple, qui est en photo, ne va pas correspondre du tout avec l'âge des personnes qui sont dans les bases, par exemple. Et forcément un décalage. Forcément des décalages, donc forcément des problèmes d'appréciation autour de ça. Donc le système est censé fonctionner. Normalement, on le dit à partir des traits du visage. C'est-à-dire qu'il va essayer de regarder une sorte de modélisation des traits du visage, qui est problématique en soi. Hein. Ça rappelle des vieilles choses comme la physiogonomie, si je ne me trompe pas. Donc, c'est-à-dire qu'on va regarder les écarts entre la largeur du nez, sa longueur, etc. Ces choses-là. Mais il n'y a pas que ça qui rentre en compte, bien évidemment. Comme vous le voyez aujourd'hui dans les systèmes de reconnaissance d'images qu'on peut utiliser par ailleurs, on sait très bien que les questions de luminosité, d'ombre, etc. Vont favoriser ou pas la profondeur, la qualité de la photo, vont favoriser ou pas certains types de reconnaissance, vont mettre en valeur des profondeurs comme vous-même quand vous prenez une photo, en fait, même de vous, vous avez des tas de photos différentes où vous vous dites, je me ressemble pas du tout d'une photo à l'autre. Donc la source, elle est biaisée et la base de données qui va être interrogée, elle est aussi pleine de biais potentiels. Elle est pleine de biais potentiels. Donc, bien évidemment, par exemple, sur ces systèmes, des difficultés pour reconnaître des personnes âgées, des enfants, des femmes qui sont souvent moins nombreuses dans les bases de données données. Une fois que cette photo est rentrée et que la base de données est sélectionnée, on lance la recherche et là, vous avez donc des résultats, un matching, comme on dit. Donc, le système définit que il y a cette photo, il y a 85% de chance, elle match à 85%. Ou elle match à 98%. Il n'y a pas une proposition. Ah non, il n'y a pas une proposition. Une fois que vous rentrez la photo, vous avez une liste de propositions qui sont faites avec des scores, en fait, qui peuvent être des pourcentages ou un chiffre aléatoire, qui vous donne en fait une concordance. Une concordance, tout à fait, un matching. Voilà.
mais sans qu'on comprenne vraiment sur quoi est fait ce matching. Ouais. Est-ce que c'est vraiment C'est pas expliqué. les traits du visage, la couleur de peau qui est prise en compte, etc. Non, vous avez juste un chiffre. Il n'est pas expliqué les raisons de cette concordance. Et vous avez donc une liste avec une personne qui est à 95%, une autre qui est à 87%, etc. Sans qu'on comprenne... Enfin, voilà. Et la difficulté, c'est de se dire... Lequel est le bon, en fait? Oui, qui fait ce choix, du coup? Eh ben, c'est l'opérateur, en fait. C'est l'agent qui a mis cette photo, en fait, dans le système et qui l'a fait matcher avec une base de données et qui regarde, en fait, les résultats qui lui sont apportés. C'est Derrick. C'est Derrick qui fait le choix de savoir laquelle des photos a la meilleure correspondance par rapport à ce qu'il recherche. Voilà. Et là, il y a également d'autres indications qui sont données en plus dans beaucoup de ces systèmes. Par exemple, l'antécédent criminel des gens de la base de données, s'il y en a. Oui. Oui, il y a un lien en plus avec potentiellement les infos qu'on aurait déjà sur cette personne-là voilà, qui matche pas mal avec le profil qu'on recherche. Tout à fait. Et là, en fait, on rentre. Donc, non seulement on a vu qu'il y avait donc des vrais problèmes techniques pour essayer d'identifier une photo avec une autre, mais il y a également un vrai problème d'utilisateur, en fait, qui est face à des concordances dans lesquelles il va devoir apprécier quelque chose. Donc, bien évidemment, son regard va se porter, s'il cherche un voleur, il va avoir tendance à regarder les antécédents de ceux qui ont déjà commis des vols. Ah oui. S'il cherche quelqu'un dans tel état, il va éliminer assez automatiquement ceux qui ne sont pas du même état, par exemple. Ouais. Donc, il y a une appréciation qui est vraiment faite par l'agent qui consulte ces résultats. D'accord. Et donc, dans ces cas-là, il documente. Enfin, est-ce que lui-même, à un moment donné, est obligé de dire pourquoi il a fait ce choix-là? Un peu comme on a le problème de la documentation de l'algorithme, on ne sait pas pourquoi et tout d'un coup ça match à 80, à 85 ou à 90%, mais est-ce que l'opérateur, à un moment donné, il dit bon, moi je fais ce choix-là parce que... Et Alors non, visiblement, il n'y a pas cette documentation qui va avec, en fait. D'accord. C'est lui qui va apprécier d'une manière un peu personnelle, alors avec son expérience, parce que c'est un agent qui est un peu dédié à ce genre de choses, ou pas, ça peut être aussi des simples policiers qui peuvent faire ces matchings via ces outils. Et donc c'est lui qui va dire, voilà la personne que j'ai rentrée, voilà les concordances que j'ai, a priori ça serait plutôt celui-ci, plutôt que tel autre, etc. Et il va en éliminer plein, parce qu'en fait, la proposition vous fait plein de propositions, enfin, le traitement vous fait plein de propositions, vous avez une liste de 10, 15 ou 20 personnes qui sont sorties, et vous en choisissez un parmi les 20. Donc le reste, c'est des faux positifs, et peut-être que cette personne que vous avez aussi choisie est peut-être aussi un faux positif. D'accord. Écoutez, déjà, on a bien posé la situation. Je vous propose qu'on fasse une petite pause là pour digérer toutes cette belle proposition technique. La pause que je vous propose aujourd'hui, je fais un peu une infidélité à Garlaban, notre programmateur musical, car je suis tombé sur une merveilleuse balade que je voulais vous faire partager comme ça le matin un peu tôt. Ça va nous faire sortir, ça va nous faire voyager. Je vous propose d'écouter Moonboy de Inès Damaris. Ça vient juste de sortir, c'est en ligne, c'est une jeune chanteuse. On écoute Inès Damaris. A million years have passed since this boy arrived. He fell from the moon on a quiet evening. Stars appearing close to him, he knows he is one of the lucky guys. All dressed up, he came to whisper wise and random things to people like you and me, people lost and others who don't see the powers of our lands and seas. He
Merci Inès Damaris pour ce voyage. Si vous voulez découvrir cette artiste, elle a une chaîne YouTube et je vous conseille un autre titre qui s'appelle No One's Monkey. Vous êtes toujours sur Cause Commune en FM 93.1 à Paris, toujours Parlez-moi d'IA, toujours l'épisode consacré aux limites de la reconnaissance faciale via l'IA en fait, avec Hubert Guillot, journaliste spécialiste de ces questions numériques. Hubert, donc on a fait un peu le point sur comment ça fonctionne. Est-ce qu'aujourd'hui quand même c'est un peu encadré tout ça? Comment c'est encadré, comment c'est réglementé aux États-Unis ou en France? Ça marche comment la réglementation autour de tout ça? Il n'y en a pas en fait. Aux États-Unis, il n'y a pas de réglementation sur les usages de la reconnaissance faciale, à part les dispositions que peuvent prendre certains États, villes ou certaines polices en fait. Il n'y a pas de réglementation unifiée. Il y a des tas de collectifs qui appellent à sa non-utilisation, à son bannissement, en fait, parce qu'évidemment, vous avez compris que ça génère, en fait, énormément de problèmes. Alors, parlons des problèmes qui ont été mis en avant, notamment, en fait, par une chercheuse qui s'appelle Clare Garvey, qui a beaucoup étudié le sujet et beaucoup étudié les erreurs du sujet et pourquoi les erreurs finissaient par arriver. Notamment, à un moment donné, Clare Garvey a fait une découverte. Oui, assez simple. Grosso modo, donc elle a fait un test, en fait. Donc, elle a pris une photo et elle a interrogé depuis 2 algorithmes de reconnaissance faciale différents. Reconnus et soi-disant matures. Soi-disant matures, et sur des mêmes bases de données. Oui, carrément. Elle a utilisé 2 fois même source. Les mêmes sources, en fait. Et en fait, les 2 propositions ont sorti des réponses qui ne correspondaient absolument pas. C'est-à-dire que dans la première base, on vous renvoie 10 réponses. Dans la deuxième base, on vous renvoie 10 autres réponses. Et ce ne sont pas les mêmes personnes, alors qu'on interroge la même base de données. Donc, ce qui veut dire que les 2 logiciels de reconnaissance faciale ne reconnaissent pas du tout, depuis les mêmes bases de données, à partir d'une photo identique, les mêmes personnes. D'accord, ça pose un petit problème, effectivement. C'est un énorme problème, en fait. C'est même pas un petit, c'est vraiment un énorme problème, en fait. On voit ici tout le manque de fiabilité, en fait, de ces technologies qui nous sont présentées comme sûres, fiables, efficaces, etc. Et non, quand vous les regardez très concrètement, les résultats qu'elles renvoient ne sont pas les mêmes. Et donc, bien évidemment, c'est un vrai problème démocratique derrière. Selon le logiciel que vous utilisez, vous n'avez pas la même réponse, donc vous n'avez pas les mêmes coupables potentiels, en fait. Ouais. Et là, en fait, il faut quand même savoir qu'en France, depuis 2015, a priori, la police nationale et 200 polices municipales utilisent un logiciel d'analyse de vidéosurveillance, donc qui fait un peu ce que va faire le logiciel pendant les JO, c'est-à-dire repérer les événements un peu impromptus, mais qui a potentiellement une fonctionnalité de reconnaissance faciale, qui s'appelle Vidéosynopsis, et qui n'est pas, soi-disant, activée. Alors que, le logiciel, il est complet quand il est livré. Ça dit quoi, ça, comme sur la situation et sur le... Comment on peut être sûr qu'un client à qui on livre un logiciel n'utilise pas la fonctionnalité qu'on lui propose? On n'est pas sûr, en fait. C'est ça. Aussi simple que ça. Alors, aujourd'hui, en France, effectivement, les systèmes de reconnaissance faciale, en fait, sont accessibles à la police. Il y a une polémique récente, en fait, sur BriefCam, justement, l'un de ces logiciels qui est utilisé, en fait, par la police sans qu'il l'ait déclaré à la CNIL. On le sait par d'autres enquêtes, je pense à celle de Street Press par exemple, qui nous montrait en fait que les policiers utilisaient assez régulièrement ce genre de système pour identifier des gens alors que normalement c'est interdit. Et bien évidemment la vidéosurveillance automatisée, donc c'est-à-dire le fait non pas de reconnaître des visages, mais de reconnaître des situations, des couleurs de vêtements, des gens qui passent d'un écran à un autre pour suivre des individus. Sont également tout à fait problématiques. Il y a une enquête de Mediapart de la semaine dernière ou la semaine d'avant qui montre justement les tests qu'a fait la SNCF sur ces systèmes et qui montre en fait que bien souvent en fait ça fonctionne pas très bien non plus en fait. D'accord, ils n'arrivent pas à suivre quelqu'un dans une gare. En fait, contrairement à ce qu'on nous raconte, ça ne marche pas si bien. On n'arrive pas à suivre quelqu'un d'un écran à un autre. Il suffit que la couleur de son vêtement change avec la luminosité pour qu'on le perde, etc. Donc tous ces événements en fait, tout cela nous est vraiment raconté avec une sorte d'efficience absolue. Alors que ce n'est vraiment pas le cas. Et ça serait quoi justement les pistes d'encadrement? Qu'est-ce qu'on devrait graver dans le marbre vis-à-vis de ce... Alors, à part potentiellement dire jamais,
On a reçu ici Quentin Barème de Wintix, qui fait de la reconnaissance vidéo justement de comptage de flux, et qui a dit nous, même si notre système, si on mettait une meilleure caméra, si nous on fera jamais de reconnaissance faciale. Il y a des gens qui s'engagent quand même. Il y a des entreprises qui s'engagent à ne pas faire de reconnaissance faciale. Je pense qu'ils ont assez raison vu les défaillances en fait des systèmes. Le problème en fait, c'est qu'aujourd'hui on achète des solutions sans savoir ce qu'elles permettent, ce qu'elles permettent pas. Leur taux d'efficacité et qui est très très faible en fait quoi. Oui. Donc il y a un vrai problème. En fait, ces outils ne sont pas sérieux. C'est ça. Et on les vend comme étant des outils extrêmement sérieux. Et je pense que là, il y a un vrai problème démocratique. Et c'est vrai que dans d'autres situations d'IA, de fonctionnalité, quand vous avez 85% ou 90% de concordance, ça peut bien se passer quand c'est pour une recommandation d'itinéraire ou comme une recommandation. Mais quand il s'agit potentiellement de votre implication dans une situation criminelle qui peut vous emmener... Alors, on mettra le lien vers votre article, mais il y a des dizaines de situations mais catastrophiques. Des gens qui se retrouvent impliqués dans des procédures, qui ne savent même pas qu'ils sont impliqués dans la procédure parce que initialement, il y avait eu un système de reconnaissance faciale qui les avait fait matcher. Et on se retrouve comme ça, complètement embarqué. Donc, on parle de concordance souvent avec l'IA, mais on n'a pas la même conséquence. Finalement. Oui, tout à fait. Cette concordance est vraiment problématique. Et quand dans des situations en fait très 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 graves en fait, comme celle-ci, où on essaie d'identifier un criminel potentiel, derrière ça va déclencher en fait une enquête, une correspondance. On va aller chercher cette personne pour l'arrêter en fait, sans qu'elle sache nécessairement qu'elle a été reconnue en fait par un système de reconnaissance faciale, sans qu'on fasse nécessairement toujours l'enquête nécessaire pour dire il était bien là au bon moment ou pas, etc. Il y a des tas de cas comme ça qui sont documentés. Et puis il y a aussi des tas de cas sur lesquels on ne sait pas si ça a matché vraiment ou pas, etc. Donc on a bien compris. Pour l'instant, on n'y est pas du tout en France, mais même en Europe, globalement. En tout cas, c'est pas autorisé officiellement et c'est pas aussi dans les mœurs des services de sécurité ou autres. Qu'il va falloir continuer à être vigilant sur ce sujet. Il faut être extrêmement vigilant. Et surtout, ce dont on a besoin, en fait, c'est de se dire que ces systèmes ne sont pas aussi infaillibles qu'on le pense, en fait. Oui. Et je pense que la télévision, la culture générale nous a montré un peu l'erreur inverse. Voilà, les experts NCIS nous montrent exactement l'inverse. On pense que tout ça, c'est magique. Il suffit de cliquer sur un bouton pour avoir la correspondance. En fait, non, c'est vraiment pas le cas. C'est pas magique. Ça fonctionne pas. Ça fonctionne mal. C'est extrêmement défaillant et donc extrêmement problématique. Ouais. Écoutez, merci beaucoup pour ce point. Et parce que voilà, je pense que c'était important d'en parler pour bien comprendre. J'en profite, vous êtes à ce micro. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur Parcoursup ? Est-ce que vous pouvez nous dire un peu, vous allez bientôt sortir cet essai sur Parcoursup. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez découvert, ce que vous avez... On est sur la même chose en fait. On pense encore une fois avoir des systèmes infaillibles alors que, encore une fois, ils ne le sont pas en fait. C'est le vrai problème pour moi du numérique. C'est qu'on a vraiment tendance à penser que ces systèmes sont parfaits et arrivent à distinguer, discriminer, préciser les choses alors que non. Dans Parcoursup, par exemple, on est censé distinguer les élèves, les lycéens, selon leur niveau de note. Donc, chaque commission locale va recevoir des tas de dossiers d'élèves et vont essayer de les distinguer les uns des autres en faisant une sorte de matching, encore une fois. De matching, encore une fois. Mais ce matching, ça va prendre les notes, etc. Le problème de ces prises en compte, en fait, par exemple sur les notes, c'est que vous allez comparer, vous allez avoir des tas d'élèves qui sont candidats, on va essayer de voir le nombre de points qu'ils ont, leur moyenne, etc. Et on va essayer de les distinguer tellement qu'au final, on a 2 élèves qui ont 11,25 et 11,26 et on va dire qu'entre eux, il y a une différence. C'est-à-dire qu'entre eux, il va y avoir un qui va être pris dans cette formation et l'autre qui ne va pas être pris. Si vous êtes juste un tantinet responsable, vous savez très bien en tant que prof ou parent d'élève ou qu'un élève qui a 11,25 et un élève qui a 11,26, il n'y a pas de différence entre eux. Il n'y en a aucune. Ça va provoquer des drames, du coup. Voilà. Donc, en fait, on a un système qui renforce la précision, la précision du calcul, mais qui ne renforce pas, en fait, les différenciations, en fait. Et donc, l'idée, ça serait quoi ? Ça serait de continuer à l'utiliser, mais en n'ayant pas forcément quelque chose d'aussi tranché en termes de résultats, ou c'est
complètement l'abandonner, faire autrement, imaginer d'autres choses? Alors, je pense qu'on peut tout à fait faire autrement et d'autres choses. Par exemple, il y a un grand problème dans Parcoursup aujourd'hui, c'est que la motivation des élèves, elle n'est pas prise en compte par le système. Ouais. C'est-à-dire, grosso modo, ce qu'on regarde principalement, ce sont ses notes, ses moyennes, etc., dont on va faire un classement à partir de ça. Et la motivation, elle est juste dans la lettre de motivation, mais cette motivation n'est pas scorée, en fait. 1500 signes, ouais. Voilà. Et n'oubliez pas que ces lettres de motivation, quand vous avez 5000 élèves, sont toutes les mêmes, en fait, grosso modo. Bien sûr. On peut distinguer certaines, Ouais. mais très peu. Donc, la motivation, en fait, n'est pas prise en compte. On fait un système où on promet aux élèves, on va prendre en compte votre motivation pour vous affecter aux endroits où vous voulez aller. Et en fait, c'est une fausse promesse, encore une fois, parce que la motivation, elle n'est pas prise en compte par le système. D'accord. Donc, je pense que ça aussi, Ça, c'est faudrait peut-être améliorer les choses, peut-être avoir plus de diversité dans la manière de le présenter, la motivation aussi. Certainement, et puis aussi plus de derrière Parcoursup, en fait, c'est le système de l'éducation nationale. Aujourd'hui, la difficulté, c'est le manque de place dans des tas de formations, trop de place dans certaines comme les grandes licences générales, et à l'inverse, pas assez de place dans certains BTS parce qu'il y en a pas assez en fait. Donc la grande difficulté de Parcoursup organise un matching entre tous les candidats et le nombre de places qui sont disponibles. Il le fait assez bien. Vu que tout le monde remplit la place. Le problème, c'est qu'il y a plein d'insatisfactions. Selon les méthodes qu'on prend, c'est entre 10, 20 et voire 40% d'élèves qui sont insatisfaits par les résultats de Parcoursup. C'est un très mauvais résultat. Et 30% qui, à minima, quittent le premier cycle qu'ils ont choisi initialement. Tout à fait. Donc c'est quand même effectivement des drames d'orientation et d'années perdu, on pourrait dire ça comme ça. Mais... Oui, tout à fait. D'autant plus quand vous avez une année perdue, en fait, la deuxième année où vous repassez d'un Parcoursup, vous n'avez pas une meilleure affectation la plupart du temps. Oui. Donc voilà, enfin, on délègue en fait à nos systèmes techniques des choix, des décisions en fait, mais la vraie problématique, c'est sur quoi elles se fondent. Vous ferez quelques préconisations dans votre essai ? Oui, on va essayer, bien sûr. La principale pour moi aujourd'hui, c'est de réouvrir les systèmes techniques et surtout de faire que les profs, les élèves, les étudiants, les formations puissent venir en fait corriger les défauts du système. Aujourd'hui, il est trop fermé sur lui-même et il faut réouvrir la discussion autour de ce que produit Parcoursup. Bon, ça sort quand ? On a dit ? Cette année. D'accord, très bien. Et puis plus globalement, moi je voulais profiter que vous soyez à ce micro pour faire un peu un tour d'horizon. Voilà, vous suivez cette actualité au jour le jour, à l'heure près. Vous voyez bien tout ce qui se passe depuis. Alors avant même d'ailleurs la sortie de ChatGPT en novembre dernier, mais encore plus avec cette espèce d'explosion depuis fin 2022. Comment vous voyez toutes ces explosions-là numériques et IA globalement ? Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on utilise de plus en plus... Jusqu'à présent, le logiciel, c'est un peu comme une calculatrice. Vous faisiez un calcul, vous avez un résultat, et il était fiable, en fait. Avec les systèmes comme les matching et les scoring, vous avez aussi des calculs. Bon, vous avez 98% de résultats, donc vous savez, grosso modo, vous avez 2% de perte, vous pouvez en faire quelque chose. Le problème avec les systèmes comme les LLM, ces modèles génératifs, c'est qu'en fait, les résultats ne sont pas reproductible. Oui. Et là, d'un coup, ça change tout, en fait, parce que vous n'aviez plus aucune fiabilité possible. Vous avez une première réponse d'un côté, et puis peut-être que si vous relancez la même chose, vous avez une autre réponse. Une autre réponse. Et donc, c'est ça qui vous c'est encore plus... vous questionne le plus. Ouais. C'est comme si vous lanciez une reconnaissance faciale, et à chaque fois, vous aviez une réponse complètement différente. Très bien, écoutez, merci beaucoup pour ce partage. Merci pour votre éclairage sur la reconnaissance faciale, pour votre alerte aussi. Je pense que c'est important de l'entendre. Merci d'être venu à ce micro. Vous êtes chez vous, Hubert ici. Si vous voulez revenir quand vous voulez pour parler d'un sujet, très vite alors. N'hésitez pas. Après, si vous faites un peu de vélo, on peut aussi vous conseiller d'aller sur l'émission de Jérôme Sorel, Rayon Libre. Mais bon, ça c'est encore une autre émission. Juste pour vous dire, en conclusion, on est en train de lancer une petite expérimentation en parallèle de la radio et de l'émission Parlez-moi d'IA sur WhatsApp. Il s'agit en fait d'une chaîne WhatsApp. Et l'idée, c'est de diffuser maximum une info, une astuce, une réponse à une question par jour dans ce canal-là. Et puis dans ce canal-là, vous pourrez aussi trouver le moyen de nous poser des questions sur les choses de l'IA qui vous intéressent. Tout ça est anonyme. C'est-à-dire qu'on ne verra pas que vous êtes sur cette chaîne-là, on ne verra pas que vous avez posé des questions. C'est entre nous, ça restera entre nous, mais vous pourrez profiter des infos des autres. Il faut juste activer la notification quand vous êtes sur la nouvelle chaîne. Merci encore Hubert d'être venu ici. À une prochaine, mais sans aucun problème. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Je vous laisse entre de bonnes mains, celle des émissions de Cause Commune. Rayon Libre, nous venons d'en parler, pour le vélo.
on ne passe pas une journée sans pédaler. Voilà. Parce qu'après, elle est gâchée. Merci Jérôme. Libre à vous, avec le logiciel libre que vous pouvez retrouver, où vous pouvez retrouver d'ailleurs l'émission où Hubert est intervenu en septembre dernier. Je vous le mets aussi le lien. Et puis maintenant, ça doit être les lapsus de l'actu. À bientôt.